Alors bonjour, merci pour l'invitation. Merci surtout à Pierre d'avoir insisté tellement pour que je sois ici aujourd'hui. Je vous dis ça parce que demain on organise un événement, on a des gens de 40 pays, 1500 personnes. Alors toute mon équipe m'a dit aussi, que fais-tu ailleurs aujourd'hui? Non, il n'y en a pas qui sont chauves dans mon équipe, mais peut-être que comme votre assistante, ça arrivera un jour aussi. Donc, merci à Pierre, merci à Jean-François, à l'équipe aussi organisatrice de m'avoir invité. Merci à Magda de croire aux logiciels libres, aux ressources éducatives libres et aux pratiques éducatives libres, de prendre la journée, même aujourd'hui, pour faire ça. C'est quand même exceptionnel qu'une rectrice fasse ça. Je crois que on ne voit jamais ça, sauf en période électorale, des fois pour certains ministres. Mais bon. Le choix n'est pas binaire, c'est Magda qui l'a dit ce matin, et ma présentation, j'espère pouvoir m'inscrire dans cette idée-là. Moi, je vais vous parler des pratiques libres en enseignement supérieur. Je vais tenter de faire le point sur ce qu'on entend par ça. Je vais y aller rapidement pour faire changement. Et Magda a parlé à la fin de son mot d'ouverture d'un manifeste ou d'une charte. Ben, moi, je vous propose 22 idées que je vais diffuser sur les réseaux sociaux à la fin de mon 43 minutes qui me reste ou quelque chose comme ça. Donc des idées qui reflètent le travail un peu de recension que j'ai fait sur les pratiques éducatives libres en enseignement supérieur. Évidemment, ce sera publié en accès libre avec licence Creative Commons, la moins restrictive. Voilà. Donc, je vous expliquerai tous les détails à la fin. De quoi parle-t-on quand on parle de pratiques éducatives libres? Juste peut-être avant d'arriver là, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont externes au concept qui participent au colloque, ce que je souhaite d'ailleurs. L'idée des ressources éducatives libres, c'est à la base des pratiques éducatives libres. Et ce qu'il faut comprendre, ces ressources, c'est quoi? Ce sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage, de recherche qui appartiennent au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit, Creative Commons par exemple. C'est la définition qui est inspirée de Wikipédia. Les pratiques éducatives libres, c'est quoi? C'est un mouvement qui est né il y a quand même plusieurs années déjà et il y a plusieurs synonymes pour parler de ça. On parle de pratiques éducatives ouvertes aussi, notamment. On parle d'open teaching, d'open pedagogy, open scholarship, networked participatory scholarship et critical pedagogy, etc. Dans la littérature, on trouve deux grandes familles de définitions. Plusieurs soulignent qu'on parle de pratiques ou de pédagogie ouverte, collaborative, innovante, numérique, critique, entre guillemets. Plusieurs autres parle plutôt de qu'est-ce qu'on va faire avec les ressources éducatives libres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les ressources? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de recherches qui ont montré que trop souvent en enseignement supérieur, on a mis l'accent sur les ressources éducatives libres, mais pas assez sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment incite-t-on les professeurs à les utiliser? Comment incite-t-on les étudiants à les utiliser? Et je sais que Magda a dit ça ce matin, mais moi je l'avais écrit aussi probablement aux mêmes heures qu'elle. C'est pour accroître la qualité de l'éducation. L'idée des pratiques éducatives libres, c'est pourquoi? C'est pour accroître la qualité, c'est pour innover, et à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan institutionnel. Donner une couleur aux universités, aux établissements d'éducation supérieure pour amener l'institution comme institution à innover, mais pour amener aussi chacun de ces individus, professeurs, étudiants, à innover aussi. L'usage des ressources éducatives libres pour l'enseignement et l'apprentissage permet aussi d'innover. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la recherche. Globalement, on retrouve plusieurs modèles. On parle de production, d'utilisation et de réutilisation, au niveau toujours des ressources éducatives libres. Et il y a plusieurs années, un consortium qui a vu le jour, qui s'appelait Open Educational Quality Initiative. Tristement, ce consortium, on parle de 2010-2011, si vous allez sur leur site web actuellement, et sans avoir besoin de parler japonais, on peut tout de suite voir que le site web n'a plus la même fin, disons. De pratiques éducatives libres, on est passé à la vente de crème, sûrement particulièrement intéressante. Mais même si le mouvement a perdu un peu, je dirais, de momentum au niveau des institutions globales, l'UNESCO, l'OCDE, etc., il y a énormément de recherches qui se sont faites sur cette idée-là.
Alors, l'objectif des pratiques éducatives libres, c'est quoi? C'est de favoriser le changement en éducation, dans l'enseignement et dans l'apprentissage, dans les deux. L'idée, et là, vous allez dire, ce n'est pas exactement ça qu'on retrouve dans la recherche, c'est vrai, c'est d'amener aussi les apprenants. On parle beaucoup d'enseignants avec les pratiques éducatives libres, mais si vous êtes formateur à l'université, il y a aussi cette responsabilité sociale où est-ce qu'on doit amener les apprenants aussi à comprendre qu'est-ce que c'est et à eux-mêmes pratiquer l'idée de pratique éducative libre. On voudrait amener les apprenants à être un peu coproducteurs de leur parcours d'apprentissage. Pas uniquement consulter des sites externes, mais aussi à participer à la construction de ce qu'eux-mêmes, pour laisser des traces et pour participer eux-mêmes à cette construction. Permettre aux formateurs de proposer une plus grande variété, évidemment, de ressources éducatives libres aux apprenants, permettre aux formateurs aussi de proposer des ressources qui vont être adaptées aux besoins. Vous savez, à l'université, en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, on a plusieurs étudiants avec des besoins spéciaux. Et là, quand on reçoit notre liste de cours, on reçoit aussi la liste des besoins spéciaux, du temps supplémentaire qu'on doit donner. Et donc, les ressources éducatives libres permettent aussi de s'adapter aux besoins et aux styles d'apprentissage différents. Et dans un contexte où le numérique est omniprésent, moi je pense que les ressources et les pratiques éducatives libres peuvent permettre ou doivent permettre aux formateurs d'innover. Alors moi j'ai pris la vision des deux définitions, à la fois des pédagogies ouvertes, collaboratives, numériques, et à la fois celles où est-ce qu'on utilise, où on maximise l'usage des ressources éducatives libres. L'idée pour moi, c'est que l'enseignement, ce n'est pas juste une activité solitaire, c'est une activité collaborative entre les enseignants, mais collaborative aussi avec les apprenants. Et cette activité collaborative, elle est grandement facilitée par le numérique et évidemment par les ressources éducatives libres. Globalement, la définition, et qui ne vous trouverez pas dans la recherche malheureusement, c'est que pour moi, les pratiques éducatives libres, c'est pour permettre aussi à tous les apprenants, on parle de l'université, mais ça se passe ailleurs aussi, de participer activement à l'édification de la société de demain, une société où est-ce qu'il y aura de plus en plus de ressources éducatives libres, une société où les professeurs auront le droit de mettre sur leur site web leurs publications scientifiques, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, je peux vous le dire. On écrit un texte, on n'est pas payé, et on doit payer si on veut afficher. D'abord, on n'a même pas le droit de l'afficher sur notre site web, mais on ne rentrera pas dans ce débat. Je sais que d'autres personnes l'abordent. C'est juste quelque chose, des fois, qui est très embêtant quand on travaille très fort et qu'on n'a pas le droit d'afficher ses propres réalisations. Pourquoi en parler? Pourquoi vous parler des pratiques éducatives libres? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, énormément de recherches, et des recherches très récentes aussi, ont montré qu'on utilise peu ou pas assez les ressources éducatives libres qui sont présentes. Il y en a beaucoup, on en fait, mais peu les utilisent. Et donc là, il y a un problème. Alors, il y a 15 ans, il y avait peu de ressources éducatives libres. Là, on en a beaucoup plus. Il y a eu plusieurs mouvements, je vais en parler tout à l'heure, mais on ne les utilise pas assez. Et le problème, c'est donc, je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'accent est trop mis actuellement sur les ressources et non pas sur les pratiques. Et ce que les recherches montrent, c'est qu'on ne cherche pas toujours à savoir si cela contribue ou non à la qualité de l'innovation d'enseignement. On met des ressources éducatives libres en place et on ne regarde pas, on fait peu d'études sur les pratiques éducatives libres. Il y a très peu de recherches sur la question. Donc les ressources sont là, sont-elles utilisées? Favorisent-elles les pratiques éducatives libres? On peut en douter parfois. Je fais une petite parenthèse parce que je parle de participer justement aux pratiques éducatives libres. Je vous donne un petit exemple. Wikipédia, 1er janvier 2001, il n'y a aucune page. 15 janvier, la naissance de Wikipédia. En mars 2018, 18 milliards de pages visitées. Wikipédia, qui en janvier dernier a fêté son 17e anniversaire. Tous ici, si vous êtes au colloque, vous êtes quand même en faveur des logiciels libres, des ressources éducatives libres, et je le souhaite, et des pratiques éducatives libres. Mais posez-vous la question, vous êtes expert, pour certains, du numérique, vous vous intéressez aux ressources éducatives libres, à quand remonte votre dernière contribution à Wikipédia? Et je vais pousser même plus loin pour vous embêter un peu, je me sauve après, vous inquiétez pas. À quand remonte celle de vos apprenants? Quand est-ce que vous avez contraint vos apprenants à diffuser quelque chose sur Wikipédia? On consulte. Dans le jargon en anglais, on parle de lurkers des fois. Alors que dans certains pays, on fait de la contribution, par exemple, à Wikipédia, quelque chose d'obligatoire. Pas à l'université.
à l'école primaire, secondaire. C'est plus facile d'obliger les élèves à cet âge-là. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur Wikipédia, sur la page d'accueil, la première langue, vous pouvez tous le dire, c'est l'anglais. On le sait. La deuxième langue, c'est quoi sur Wikipédia? L'allemand. Hein? La troisième langue, c'est quoi? Le français. Si vous allez sur Wikipédia, vous avez tous des appareils, vous allez voir tout de suite que ce que je dis, c'est vrai. Sur le site de Wikipédia, c'est indiqué que l'allemand est la deuxième langue. On le voit ici. 5 550 000 entrées en anglais, 2 142 000 en français, en allemand, 1 947 000 en français. Ce qu'on ne voit pas sur Wikipédia, c'est qu'en suédois, c'est la deuxième langue. Alors, ils ne l'ont pas sous-représenté. C'est lié aussi à la population qui parle la langue sur la première page. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu enlever le suédois. Le suédois est la deuxième langue. Pourquoi? Pour une variété de raisons. Ils ont réussi à répertorier d'abord toutes leurs villes et villages de façon automatique, ce qui a accru évidemment le nombre de recensements. Mais au-delà de cette initiative, ce n'était pas une initiative qui était seule. Ils ont fait ça de façon parallèle en obligeant les élèves, en leur montrant à l'école, à ne pas être uniquement consommateurs de contenu, mais ils se sont dit, dans leur programme scolaire dès le secondaire, on veut montrer à nos apprenants à participer aujourd'hui à l'édification de la société de demain. Vous ne serez pas uniquement des consommateurs de contenu, on va vous montrer les compétences informationnelles, chercher de l'information, l'utiliser correctement, mais en plus, on va vous montrer à participer à l'édification de la société de demain. Comment ça se passe? De plusieurs façons. J'en ai pris juste une. Mais une des façons, c'est quoi? On contraint les apprenants. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails du curriculum, mais dites-vous si la Suède, vous savez, c'est un peu comme le Québec. C'est le même nombre d'habitants. Et on ne parle pas suédois à l'extérieur de la Suède, sauf peut-être dans quelques endroits en Finlande. Un contexte historique complexe. Mais donc, pour qu'eux, ils arrivent à être la deuxième langue, et les statistiques montrent qu'un jour, ils risqueraient de dépasser l'anglais, je me dis, il y a eu un travail immense qui a été fait. Le temps file, je vous parle tout de suite des stratégies pour favoriser l'adoption des pratiques éducatives libres en éducation que je vais diffuser tout à l'heure. Donc, j'ai hésité entre pistes et idées, j'ai parlé d'idées. Le document il peut évoluer, de toute façon il est en licence Creative Commons, alors vous pourrez le prendre, faire ce que vous voulez ou presque avec. Et elles sont issues de la recherche, de ma pratique aussi, de ce que j'ai fait. Certaines catégories, des fois, auraient pu être fusionnées avec d'autres. Et hier, dans ma réflexion personnelle avec moi-même, alors j'ai fini avec 22, j'avais 25, 21, et finalement 22, ça me semblait intéressant pour moi. Il y a beaucoup qui parlent des 4 R. Réutiliser, retravailler, redistribuer, recombiner. Et c'est un modèle très connu qui est intéressant. Et il y a même un MOOC sur ce modèle-là, ce qui est particulièrement intéressant aussi. C'est David Wiley qui a mis ça de l'avant il y a déjà plusieurs années. Et son idée, c'était finalement d'amener les gens, un peu partout, à utiliser ces ressources éducatives libres. Donc, on veut les réutiliser, les retravailler, les redistribuer, les recombiner. Dernièrement, certains sont allés plus loin que ce modèle-là et on parle même des 5 R maintenant. Et dans les 5 R, la différence, évidemment, le R s'inscrit bien en anglais. En français, vous allez voir que le R, il faut traduire un peu de façon particulière. En anglais, on parle de retain. Ça veut dire créer quelque chose soi-même qui va nous appartenir après. On pourrait traduire par conserver aussi, mais j'ai gardé le R, retenir. Et donc l'idée, pourquoi? Parce qu'on veut amener aussi enseignants et apprenants à être producteurs de contenu qui, même s'il est construit sur d'autres, leur appartiendra après. Vous allez voir, là je fais un saut quantique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour encourager l'usage de ressources éducatives libres à l'université? Quelque chose de très simple, il y a énormément de recherches qui ont montré que encourager les pédagogies innovantes comme la classe inversée, la pédagogie inversée, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre des ressources en ligne qu'on aimerait que ces apprenants consultent pour arriver illuminés en salle de classe avec des questions pertinentes? Mais la classe inversée,
et plusieurs recherches l'ont montré, favorise les pratiques éducatives libres. Une autre stratégie qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'usage des réseaux sociaux pour inciter l'usage des ressources éducatives libres. Alors, la pratique d'utiliser les réseaux sociaux pour encourager les ressources éducatives libres, c'est une forme de pratique éducative libre. C'est une pratique très présente au primaire et au secondaire. Twitter, on ne parlera pas de nos voisins du Sud, mais est devenu le premier outil de développement professionnel des enseignants au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Et qu'est-ce que font les enseignants? Les enseignants, pas tous, certains, plusieurs, partagent des ressources éducatives libres pour inciter d'autres à faire usage de ces ressources éducatives libres. Carl Parent, conseiller pédagogique dans la région de Québec, et lui se fait un devoir, dès qu'il y a quelque chose qui devient libre ou gratuit, il l'envoie à tous ses fidèles abonnés. Alors lui, on le reconnaît pour ça. Mais ce sont des ressources primaires, secondaires. Vous n'aurez pas grand-chose à l'université. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas assez de personnes à l'université qui en font sur les réseaux sociaux, qui font sur les réseaux sociaux un peu le travail que Carl Parent fait au niveau primaire et secondaire. Je vous ai donné l'exemple de Wikipédia tout à l'heure, c'est un exemple très simple, mais ça pourrait être un exemple utile. Comment se fait-il que le suédois ait réussi à devenir deuxième langue sur Wikipédia et que le français, qui n'est pas parlé juste au Québec, qui est parlé dans plusieurs États, on soit quand même, entre guillemets, uniquement quatrième langue sur Wikipédia. Donc, participez-vous comme formateur, amenez vos apprenants, les étudiants, à participer aussi, en faire une fierté pour votre institution, université, éventuellement province. Peu importe le domaine, moi, je vous dirais qu'il faut amener tous ces apprenants à participer à Wikipédia. Donc, vous, comme prof, oui, mais peu importe le domaine, on pourrait trouver une façon. C'est impossible que les Suédois aient réussi à trouver autant de choses et que nous, en français, on se dit, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien mettre sur Wikipédia. Il y a une autre stratégie qui est intéressante pour l'université et qui est à faible coût. Je dis ça parce qu'on a une rectrice en face de nous pour qui les coûts, c'est toujours quelque chose d'important. Il y a eu toute la vague des MOOC à l'université. Et les recherches sur les MOOC, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a plusieurs impacts. Un des impacts, c'est le rayonnement, c'est faire connaître des cursus universitaires qui étaient inconnus. Je donne un exemple. En Alberta, vous savez qu'en Alberta, ils ont un baccalauréat en paléontologie des dinosaures. On étudie les dinosaures et ils ont plusieurs dinosaures uniques à l'Alberta, des Albertosaurus, des Edmontosaurus, etc. Avant ça, ils avaient une dizaine de personnes dans leur programme. Qui veut être paléontologue des dinosaures en 2017? Ils ont créé un MOOC et depuis qu'ils ont créé un MOOC, dans le programme sur place, ils sont maintenant à 120 personnes. Pourquoi? Le MOOC a servi de levier pour créer de la publicité. Les recherches sur les MOOC, et je vais y aller très brièvement, nous montrent que ça peut coûter cher et le rendement ou la rentabilité moins évidente. Créer de très courts MOOC, vous savez, les MOOC, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de règles. On peut en faire un de 3 heures, de 6 heures. On peut en faire un sur Harry Potter, sur le langage Klingon dans Star Trek. Il y a des MOOC sur tout, mais de courts MOOC, ce serait une façon de participer à l'usage des ressources éducatives. Évidemment, un MOOC qui est fondé sur des ressources éducatives libres. Et donc, de courts MOOC, un MOOC de 3 heures, c'est la mode. Bon, il y en a qui vont changer le nom, on n'appellera pas ça des MOOC, on va appeler ça des SPOC, mais sans entrer dans le jargon complexe, numérique, de cours MOOC basés sur les ressources éducatives libres. Partager des pratiques d'enseignement où sont utilisées les ressources éducatives libres pour que d'autres aussi les utilisent. L'enseignement à l'université et même au collégial, ce qu'on a Raphaël ici qui nous vient de Dawson, c'est complexe. Combien partagent leur stratégie pédagogique à l'université? Dans le cadre de mon travail, j'ai la chance d'étudier ce qui se passe dans des écoles primaires et secondaires et aussi à l'université. Je pouvais vous dire qu'au primaire et au secondaire, c'est pratique courante de partager ces stratégies d'évaluation, ces stratégies de questionnement en classe, ces stratégies pour faire de la classe inversée. À l'université, combien d'éducateurs, de formateurs, de professeurs, de chargés de cours partagent leur stratégie d'enseignement? Bien, les pratiques éducatives libres, c'est quoi? C'est aussi partager ces stratégies d'enseignement avec d'autres pour que d'autres aussi les utilisent, les réutilisent, les adaptent à leur goût.
Je vous ai parlé des 5 R. Retenir, réutiliser. Mais l'idée, c'est aussi d'amener les apprenants à utiliser les 5 R, à pratiquer les 5 R. Vous savez, les recherches sur les pratiques éducatives libres ont montré une chose: il y a beaucoup trop d'accent sur les ressources éducatives libres. Et ces recherches disent qu'il faut se centrer sur ce qu'on devrait faire avec ces ressources, donc sur les pratiques éducatives libres. Moi, je dis que le courant de recherche actuellement fait encore erreur pour qu'on se dise dans 5 ans, là, on se concentre trop sur les profs. Il ne faut pas juste se concentrer sur les profs, il faut aussi amener les apprenants à pratiquer les 5 R. Là, je pense que ce sera une vision, et éventuellement l'institution aussi, mais là, je pense que ce sera une vision plus systémique. Donc, oui, l'usage des ressources éducatives libres par les formateurs, mais oui aussi, comme formateurs, amener les apprenants à réutiliser, retravailler, redistribuer, recombiner, retenir. Et pourquoi? Parce que ça leur permettra éventuellement de sentir aussi qu'ils sont partenaires un peu dans leur parcours de formation et qu'éventuellement, et on le souhaite, qu'ils puissent sentir qu'ils sont coproducteurs aussi du contenu de leur parcours d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est particulièrement important, particulièrement nécessaire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dernièrement aussi. Tout ce qu'on peut faire avec ça, mais tristement, il n'y a pas assez de gens dans le domaine de l'éducation qui en parlent. Et avec de telles avancées technologiques, je pense qu'on peut donner un tout nouvel élan aussi aux pratiques éducatives libres. Donc, j'ai parlé d'amener les apprenants à diffuser leur création en utilisant les 5 R, mais il faut les amener à pratiquer les 5 R, mais il faut aussi les amener à les utiliser sur les réseaux sociaux. Donc, on ne veut pas juste imaginer là quelqu'un qui amène ses apprenants et que personne n'est au courant. On ne participe pas assez encore au mouvement des pratiques éducatives libres. Il faut non seulement amener les professeurs à diffuser cela sur les réseaux sociaux, mais aussi amener ses apprenants à diffuser la chose. Et évidemment que dans mes recommandations, il y en a une pour les aspects politiques. Les politiques doivent fortement, les politiques universitaires, collégiales, inciter l'usage de ressources éducatives libres de qualité pour l'enseignement universitaire, pas uniquement pour enseigner, mais pour des pratiques innovantes, pour de meilleures pratiques universitaires. Une autre chose qui me semble importante, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être de plus en plus, mais les recherches montrent que c'est encore insuffisant. On doit instaurer dans les facultés, dans les départements, dans les universités, dans les établissements postsecondaires et ailleurs, des activités de sensibilisation. Et c'est sûr qu'on ne peut pas mettre le mot obligatoire, parce qu'on aimerait bien des fois, et je suis certain que Magda serait la première, si elle avait pu hériter d'une convention syndicale, où est-ce que la formation, le développement professionnel continu des profs serait obligatoire, ce n'est pas le cas. Mais des activités de sensibilisation à l'usage. Et les recherches là-dessus sur la participation au postsecondaire, qu'est-ce qui va inciter les gens à participer à des activités de formation, peu importe la thématique? Et je pense que si on regarde les recherches là-dessus, on se rend peut-être compte que parfois, je ne parle pas de vous, je parle peut-être juste des autres, on fait erreur quand on met en place des activités de sensibilisation. On a des profs peu convaincus et on met en place une journée de formation d'une journée. Cette journée-là, on n'aura que les convaincus. Les non-convaincus, on les a exclus automatiquement. Et donc, il y a énormément de recherches qui portent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme activité de sensibilisation, peu importe la thématique, qui vont vraiment avoir un impact sur les non-convaincus. Parce que l'idée des pratiques éducatives libres, c'est d'étendre un peu ce phénomène. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Il y a plusieurs choses, mais il faut des choses courtes. Il faut des activités où est-ce qu'on arrive à faire le pont entre ce qu'eux vivent ou pensent vivre dans leur réalité et ce vers quoi on veut les amener. Alors, l'idée, c'est de trouver des pistes et des solutions. L'idée, c'est aussi de trouver des façons de réaliser des activités courtes en présentiel ou à distance. Les webinaires sont extrêmement populaires en termes de participation actuellement. Et donc, il y a des activités qui permettent la diffusion ou la sensibilisation de ce contenu. Il y a d'autres activités où est-ce qu'on veut l'appropriation par les apprenants. Et ça, c'est différent. Donc,
qu'on comprenne bien, des activités de sensibilisation, on veut diffuser un contenu, on veut diffuser une idée. Et il y a d'autres activités où est-ce que là, on va vouloir dépasser cette sensibilisation, on va vouloir se lancer dans l'appropriation. Et c'est différent, mais on doit d'abord passer par la sensibilisation. Je parle de webinaires, il n'y a pas que ça, mais l'avantage des webinaires, c'est quoi? C'est que les participants peuvent être n'importe où et c'est court, on minimise le temps et le temps, c'est un facteur important pour tout le monde à l'université et même ailleurs aussi. Donc, des activités de sensibilisation, mais réfléchies. Et quand je vois, sans nommer certaines universités, où est-ce qu'on voit des activités de sensibilisation d'une journée, qui va aller là-bas? Ben, ceux qui sont convaincus, ou les doctorants qui font leur thèse là-dessus. Mais si on veut vraiment, mes collègues qui n'utilisent aucunement les ressources éducatives libres, est-ce que c'est vraiment le meilleur outil? Bien, ça m'amènera aussi éventuellement à la dernière recommandation, que quand on met des stratégies en place, on les évalue peu à l'université. Alors, dans tous ces services de pédagogie universitaire, quand est-ce qu'on évalue l'effet des actions qu'on pose? Là, on dit on n'a pas le temps parce qu'il y a des changements de recteur, des changements de ministre, il y a plein de choses, mais je me dis, il faudrait mettre en place un système où est-ce qu'on évalue éventuellement toutes ces initiatives qu'on met en place. Encourager l'usage des ressources éducatives libres par les réseaux sociaux. Je vous ai montré un exemple de Karl Parent, qui, lui, c'est primaire et secondaire. Hein. Et lui, ce qu'il fait, il n'encourage pas les pratiques éducatives libres. Ce qu'il fait, il encourage l'usage de ressources éducatives libres. Là, il parle d'applications Montessori qui sont gratuites pendant une période, etc. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il faut aussi se servir des réseaux sociaux pour encourager les pratiques éducatives libres. Combien de gens vont sur les réseaux sociaux, au postsecondaire surtout, encourager l'usage de pratiques éducatives libres? Et des fois, vous savez, Montréal, c'est une ville que j'adore. Il y a longtemps, il y a un professeur qui avait écrit un livre en anglais, Les deux solitudes. Et il parlait des Anglais et des Français à Montréal. Et des fois, quand je vois ce qui se passe dans les milieux secondaires au Québec, et je vois ce qui se passe au postsecondaire, je me dis, son livre, on pourrait enlever le débat entre anglophones et francophones et parler l'innovation qui arrive des fois au secondaire. On voit tous ces conseillers pédagogiques qui partagent des ressources libres, qui favorisent l'usage des ressources à toute la communauté et tout ça. Je me dis, je pense que c'est important d'en arriver là rapidement. Je ne dis pas que vous ne faites pas votre travail, loin de là, mais je dis que ce qu'on peut remarquer, c'est que même dans les structures, dans les commissions scolaires, dans les écoles, on a des répondantiques, on a des récitiques, on a tellement une structure qui permet d'encourager les pratiques éducatives libres. Je pense que ça manque des fois. Mais je suis conscient qu'à l'université, les priorités, ce n'est pas uniquement l'enseignement, qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi avec ça. J'ai parlé de sensibiliser. Si vous êtes formateur, si vous êtes professeur, moi, je pense qu'il faut, dans sa classe, enseigner l'usage des ressources éducatives, peu importe le domaine qu'on fait. Et donc, enseigner ça à ses apprenants, c'est une façon de leur montrer comment en faire usage. Et donc, dans les cours que je dispense à l'université, on utilise le plus souvent des ressources éducatives libres quand on peut. Des fois, on est coincé avec des manuels scolaires qui ne le sont pas. Mais on incite les apprenants à produire du contenu et à se servir. Et on leur montre comment faire. On leur montre comment ça se passe, l'usage des ressources éducatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est quoi les avantages? C'est quoi les défis? Et donc, je pense qu'il faut en faire un objet d'enseignement, pas quelque chose de périphérique, pas quelque chose de facultatif. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense qu'il faut documenter les initiatives qu'on fait au niveau de l'usage des ressources éducatives libres. Donc, des recherches sur les pratiques éducatives libres en enseignement supérieur. Il y a plusieurs chercheurs qui ont montré qu'il y en avait trop peu. Il n'y en avait pratiquement pas. Sur les ressources éducatives libres, oui, mais sur les pratiques éducatives libres, combien dans vos universités, combien, Raphaël, dans ton cégep, font des pratiques? Est-ce qu'on le sait? Alors, j'espère qu'il ne va pas me dire oui, parce que je ne vais pas poser la question, mais est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait exactement? Ce n'est pas évident. Et donc, je pense qu'il y aurait lieu de documenter ça. Première étape, si on veut
promouvoir les pratiques éducatives libres, c'est de documenter la chose. Et peut-être jusqu'en documentant, et là, c'est des recherches qui ont été faites en Irlande très intéressantes. Et donc, ce qu'une chercheure a fait en Irlande, c'est qu'elle a voulu documenter. Puis, dans ses publications, ce qu'elle souligne, c'est le fait de documenter, ça a sensibilisé les professeurs aux pratiques éducatives libres. Plusieurs ne savaient pas c'était quoi. Donc, elle a voulu faire un sondage, elle a fait des focus group. Mais en faisant ça, ça a sensibilisé aussi le corps professoral aux pratiques éducatives libres. Mais au-delà de la sensibilisation, je pense qu'il faut faire des recherches. Il faut regarder comment les pratiques éducatives libres sont utilisées ou non. Qu'est-ce qu'on fait? Et peu importe la définition que vous adoptez, que ce soit une définition où est-ce qu'on parle de pédagogie ouverte, collaborative, etc., ou est-ce qu'on parle de pédagogie où est-ce qu'on utilise les ressources éducatives libres, utiliser, réutiliser, etc., moi, je pense qu'il faut réaliser des recherches là-dessus en pédagogie universitaire. Et si vous êtes ici aujourd'hui, j'espère que s'il y a quelque chose qui vous reste, ce sera autour de ça, parce qu'il me semble que c'est quelque chose de particulièrement important. Aux États-Unis, on fait beaucoup de recherches sur l'usage du numérique, et du COS, les sondages Pew, etc. Mais est-ce qu'on fait beaucoup de sondages ou d'enquêtes sur les pratiques éducatives libres? Non plus, très, très peu. Et ça, je pense que c'est un grand manque. On est pris par le numérique. Quand on regarde toutes ces grandes enquêtes américaines, on sait que les étudiants utilisent leur cellulaire tant de fois par jour. On sait qu'ils l'utilisent en salle de classe. On sait. Et donc, on a plein de données statistiques sur le numérique. Très intéressant. Et ces rapports, c'est toujours là, tout le monde les lit avec grand intérêt. On veut savoir qu'est-ce que font les étudiants avec le numérique. Mais quand est-ce qu'on se soucie des pratiques éducatives libres dans les sondages? Très peu. Mon message, et je vais laisser quelques minutes, j'avais promis à Pierre pour des échanges ou des questions, mon message aujourd'hui, c'était qu'à la fois les ressources éducatives libres et les pratiques éducatives libres sont importantes. C'est important, pourquoi? Et je suis content que Magda en ait parlé dans son mot d'ouverture. Elle a parlé d'apprentissage. On parle trop d'enseignement des fois. Il faut changer des fois de modèle. Et pour moi, l'idée, c'est accroître l'apprentissage participatif et favoriser des pratiques d'enseignement innovantes. Est-ce que les deux sont importants? Oui, tant les pratiques que les ressources. Les ressources, il y a eu beaucoup de choses sur ça. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas eu assez de travail ou d'attention portée aux pratiques éducatives libres. Je pense que si on souhaite vraiment que les apprenants participent de façon active à l'édification de la société de demain, comme je l'ai dit, si on veut qu'ils participent de façon active à ça, et si on veut qu'ils participent en utilisant des ressources éducatives libres, mais aussi en participant à la création de ces ressources-là, je pense qu'on a le devoir, selon moi, de les amener aussi à être en mesure, à les outiller pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est aussi de créer des ressources qui vont rester, des ressources. Et donc, là, on participerait à changer un peu de paradigme. Et donc, le but des pratiques éducatives libres, c'est quoi? Ce n'est pas juste d'utiliser des ressources dans son enseignement, et c'est ce que les recherches montrent actuellement. Toutes les recherches sur les pratiques éducatives libres, on parle beaucoup d'enseignement, d'innovation, de pédagogie. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut amener ces apprenants aussi à vivre qu'est-ce que c'est, à l'utiliser, à leur enseigner. Si on n'enseigne pas comment ça se passe, est-ce qu'ils vont le faire de façon spontanée? Ce n'est pas évident. Et donc, mon message, oui, pour les ressources éducatives libres et les logiciels libres, évidemment. Mais il faut aller plus loin, il faut aller vers les pratiques éducatives libres qui vont accroître un apprentissage participatif, collectif, favoriser les pratiques d'enseignement innovantes. Et tous ces mouvements qui sont nés autour de ça, la science participative, il y a plein de choses qui sont très, très, très intéressantes autour de ça. Je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas mathématique et Pierre m'a demandé de ne pas aborder ça. L'idée de partage des données de recherche. On a eu un financement important et pour partager les données de recherche, il a fallu se battre avec les co-chercheurs, avec l'organisme subventionnaire, avec les comités d'éthique. Ça a été tout un travail de vouloir rendre ces ressources, ces données de recherche libres en ligne. Si jamais ça vous intéresse, vous regardez, ça s'appelle le projet PANAF, P-A-N-A-F, et vous avez accès avec un outil de géolocalisation à des données recueillies sur le numérique en éducation auprès de 300 000 apprenants. Mais il a fallu 1 an pour avoir toutes les autorisations pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est en ligne, panaf.org, mais vous regarderez si jamais ça vous intéresse. Donc, mais je ne parle pas de ça, je parle ici de pratiques éducatives libres, mais
Et donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser avec ces idées, en le diffusant, en faisant un peu ce que je vous dis. Je vais donc le diffuser sur les réseaux sociaux, un document dans lequel je vais favoriser, en tout cas pour moi, l'adoption de pratiques éducatives libres. Et donc, ce sera sur mon compte dans quelques instants. Et je pense qu'il nous reste 6 ou 7 minutes pour des questions comme... Voilà. Alors, questions, commentaires, je vous remercie. Merci, M. Carsensi, pour ces 22 idées. Pour les questions, on a des micros de chaque côté, donc je vous invite à vous lever pour qu'on puisse enregistrer ces questions. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je pense qu'il y a peut-être 2 autres aires à regarder à plus long terme. C'est rénover ou renouveler les ressources et les pratiques éducatives libres. Parce que de mes constats, c'est on construit une affaire, puis on le délaisse par la suite. Ça, c'est un aspect. Puis le deuxième aire, c'est rayonnement. C'est le faire la promotion des choses qui sont développées et les meilleures pratiques aussi, pour que ce soit vraiment... Le rayonnement, c'est particulièrement important, surtout que si on veut qu'elle soit utilisée. Et donc, l'usage des réseaux sociaux et d'autres stratégies comme ça aussi, tant par les enseignants que par les formateurs, par les apprenants aussi. Merci. D'autres commentaires ou de choses que vous faites peut-être dans vos établissements? Oui, bonjour. En fait, j'ajouterais un autre R, qui est la répertorier, finalement. Est-ce que, à votre connaissance, il y a un répertoire des différentes ressources disponibles? Parce que je pense que le défi, c'est justement d'identifier ces ressources-là. Retrouver, oui. Les recherches sur les répertoires, j'en ai consulté plusieurs pour la présentation d'aujourd'hui, c'est assez complexe quand même, parce qu'il y a des gens qui manquent de temps pour en produire, et là, comme ça évolue à vitesse grand V, les répertoires posent énormément de défis aussi, et donc les répertoires mis en place, souvent, vont devenir désuets rapidement. Alors donc, il faut regarder peut-être d'autres avenues. Puis, les recherches ont quand même montré que mettre l'accent sur les répertoires, on s'éloigne des pratiques éducatives libres parce que ce n'est pas un souci des enseignants qui, eux, sont au quotidien avec des apprenants et qui ont des soucis pédagogiques immenses. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour les éducateurs, pour les formateurs, les répertoires, ça tombe très loin dans leur liste de soucis de ce que j'ai pu voir. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas s'en soucier. Il y a quand même des répertoires francophones qui ont été financés par l'Agence universitaire de la francophonie, notamment, etc., sur les ressources éducatives libres. Il en existe plusieurs. Mais ils sont pas à jour, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils deviennent rapidement désuets. Donc, les moteurs de recherche, sans les nommer, deviennent des outils privilégiés pour trouver ces ressources-là. Il faudrait peut-être un tag ou un branding pour ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un premier R à discuter que souvent on passe au silence, la rémunération? Partout ailleurs, on a vu des modèles de ressources libres se mettre en place. Il y avait un appui étatique fort, ce qui, à l'heure de Campus Québec, est quasi absent. Que pensez-vous de ce... La rémunération. La rémunération. Oui. La rémunération de qui? De ceux qui en créent? Exact. Et l'infrastructure à Bien, écoutez, pour moi, la rémunération, elle est déjà là. Je veux dire, on est dans notre tâche à l'université. Je vais parler de l'université parce que j'ai déjà enseigné au collégial, mais je vais juste me limiter à ça pour l'instant. Dans ma tâche, j'ai de la recherche et de l'enseignement, c'est les 2 principaux volets. Et donc, l'enseignement, je peux définir ça comme je veux, ça peut être 6 crédits session, mais 6 crédits session, ça implique aussi la planification de cours et la création de ressources éducatives libres ou la promotion des pratiques éducatives libres. Moi, je pense que tout à fait, ça s'inscrit dans ma tâche. Alors pour moi, la rémunération supplémentaire, je ne suis pas à moins de faire quelque chose de majeur, faire un mot qui est très long et complexe, peut-être que là, oui, la rémunération supplémentaire, c'est une avenue où je suis presque convaincu, les syndicats ne m'aimeront pas,
qui ne donnera rien, à moins évidemment de choses spéciales. Tout prof devrait être en mesure de partager quelque chose en ligne sur ce qu'il a fait. Et on peut commencer à la base comme ça. Et s'il faut rémunérer chaque prof pour chaque fois qu'on met quelque chose sur Internet ou sur Twitter, les universités n'auront plus d'argent très rapidement, là. Ou peut-être qu'on va inonder les réseaux sociaux aussi, en tout cas, je ne sais pas. Mais l'idée de rémunération, moi, je pense qu'il faut plutôt chercher à mieux comprendre ces conventions collectives. C'est écrit, la planification, c'est écrit dans toutes les conventions. Alors, si c'est écrit, peut-être qu'on peut traduire planification par aussi laisser des traces de ce qu'on fait. Voilà. D'autres commentaires, questions? Alors, je ne l'ai pas diffusé encore, hein. J'y arrive tranquillement. Un commentaire. On parlait de contexte stratégique, culturel, politique. Je vais vous donner une expérience que j'ai eue dans mon cours d'introduction au système d'information dans ma faculté. J'utilisais abondamment des tas de choses comme ça. Et j'ai mis un forum avec des questions et en disant aux gens, répondez entre vous à vos questions, ça vous aidera à mieux comprendre ce qu'on faisait. 2 semaines après, rien sur les forums. Alors, je fais une petite crisette. Pendant que je faisais ma crise en cours, puisque les étudiants sont connectés, il y a quelqu'un qui a mis « Je ne vais quand même pas aider les autres étudiants à avoir une meilleure note que moi ». Et il y a eu instantanément 20 supports à cette chose-là. Alors, tant que le contexte qu'un étudiant est là, dans un milieu compétitif, pour minimiser son effort, pour maximiser sa note, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, la dimension contexte politique est importante. C'est juste pour signaler ça. Non, mais moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a fait plusieurs études sur en sciences d'éducation. On a des stagiaires, on a 2000 stagiaires à l'Université de Montréal par année, puis on avait un forum. Et quand, je ne vais pas être méchant, mais s'ils ne sont pas payés, il n'y a personne qui met de... Alors, et pire que ça, même quand on leur donnait des points pour afficher un message sur le forum, ils faisaient ça uniquement pour les points. Puis de toute façon, ils nous disaient, quand on a fait des entrevues après, écoutez, je mets une question, j'ai une réponse 2 semaines plus tard. Complètement inutile. Donc, il faut peut-être penser aux outils qu'on utilise. Est-ce qu'on est peut-être trop loin de leur pratique personnelle? Mais il faut aussi l'enseigner. Peut-être que si on en fait un objet d'enseignement dans le cadre de votre cours, de chacun des cours, peut-être qu'on va arriver à changer ces mentalités. Et peut-être que s'il le fait au début, il faut donner des points. Et pour répondre à un message dans les 48 heures, parce qu'on veut que les gens répondent rapidement, et aussi pour en afficher, peut-être que tranquillement, on va arriver à faire tourner la roue. Mais je sais que c'est complexe. Si on le fait en sciences d'éducation, si on ne leur donne pas de points pour écrire un message sur le forum, ils n'en écrivent pas. Si on donne juste des points pour en afficher un et pas pour répondre, ils ne vont jamais répondre. Donc, il faut... Mais tranquillement, ils se font prendre au jeu. Donc, quand on utilise des ressources avec lesquelles ils sont plus familiers, des pages de réseaux sociaux, par exemple, bien là, à ce moment-là, plus spontanément, ils commencent à mettre des messages sans qu'on les paie, entre guillemets, là, avec des notes. Oui, vous avez raison, mais peut-être que nos directions pourraient nous aider. Puis c'est un problème culturel, c'est un problème d'éthique. Mais ça commence dans la classe aussi, ce changement-là. Oui, bien sûr. Donc, merci pour vos idées. On se retrouve dans 15 minutes.